à tous. Bienvenue à cette conférence qui s'appelle Get Up, Stand Up, comment les humoristes ont révolutionné l'autofiction dans la série contemporaine. Et ce sera animé par Charles Bosson. Avant ça, je vais vous faire un petit récap de tout ce que vous avez raté pendant le festival. Hier, vous avez raté Édouard Philippe qui était venu présenter son numéro de stand-up. Non, en fait, il présentait son livre, du coup, qui va être adapté en série. Il y a eu d'autres conférences, il y a eu 100 ans d'histoire anglaise à travers les séries. C'était hyper chouette, c'était plein, c'était cool. Voilà, qui est venu? Yes, merci. Il y en a qui sauvent la salle. Sinon, vous êtes vraiment... Non, je rigole. Je suis en roue libre totale. J'ai pas préparé du tout cette intro. Et en plus, je suis hyper fatigué. Donc, plutôt que de continuer à faire des blagues nulles, je vais laisser la parole à Charles Bosson. Merci. Alors, bonjour à tous, à toutes et à tous. Merci à l'équipe du festival de me laisser passer un peu de temps sur ce thème qui me tient très à cœur, qui est la rencontre du stand-up, de l'autofiction et des séries. Alors, aujourd'hui, dans la production contemporaine, l'autofiction est en train de devenir une voie royale. On le voit avec des séries comme I May Destroy You. Je pense que c'est vraiment un grand avenir de la série qui est vraiment la réflexion sur le jeu, sur son identité, sur son expérience, son vécu. Et c'est une pratique que les stand-upeuses et les stand-upers font depuis le début des années 50. Alors, je vais être obligé de revenir un petit peu, avant de vous parler vraiment de séries, un petit peu sur un historique. Alors, j'ai deux bibles que je vous conseille. Malheureusement, les deux livres sont en anglais et pas encore traduits en français. Le premier s'appelle The History of Stand-Up. C'est un livre de Wayne Federman qui est paru en mars, qui était avant un podcast. Vous pouvez aussi trouver le podcast qui est formidable. Et The Comedians de Cliff Nesteroff, qui est un petit peu plus ancien, qui date de 2015. Et dont le sous-titre est « Ivrogne, voleur et scélérat, l'histoire de la comédie américaine ». Alors le stand-up a une longue histoire qui prend ses racines d'une certaine manière dans le vaudeville. Donc on est vraiment dans le 19e, à la moitié, la fin du 19e. Et ce sont les minstrel shows, ce sont vraiment des shows itinérants. Et petit à petit, voilà, des comédiens qui ont des accessoires, des comédiens se mettent à parfois introduire les actes des autres et petit à petit prennent la parole. Pendant la première moitié... Alors, attention, technique. Pendant la première moitié du XXe siècle, on ne dit pas encore vraiment je, ou en tout cas on ne se réfère pas encore à son expérience personnelle. Des grands comiques comme Jack Benny ou Milton Berle, alors on ne les connaît pas très bien en France, peut-être vous reconnaissez Jack Benny, d'ailleurs c'est l'inverse, en fait Jack Benny est à droite, je m'excuse pour la légende, qui joue dans To Be or Not To Be d'Ernst Lubitsch. Donc ces grands humoristes qui venaient de la génération de la radio ne se référaient pas forcément à une expérience personnelle, mais plutôt à des traditions. C'est-à-dire, par exemple, il y avait beaucoup de blagues sur la belle-mère. Alors, quand Jack Benny et Milton Berle parlent de leur belle-mère, aucun des deux n'est marié. Donc c'est une fiction qu'on vend au public. On se réfère comme ça à des traditions de blagues, des traditions de scènes. Et petit à petit, ce gars à qui il est arrivé quelque chose va devenir je. Et ça, c'est une révolution qui est absolument passionnante. C'est un peu comme en peinture quand arrive l'impressionnisme. C'est le début des années 50. Et au début des années 50, alors il y a plein de raisons historiques, on n'a pas le temps de vraiment y revenir, mais en tout cas, il y a trois grands humoristes dans les trois plus grandes villes américaines qui se mettent à dire « je » et qui se mettent à vraiment réfléchir et utiliser comme matériau leur expérience personnelle. Le premier s'appelle Mort Sahl, il vient de San Francisco, ce sera l'idole, le mentor de Woody Allen. Lui arrive en sweater, il laisse tomber le costume et il entre sur scène avec un journal plié sous le bras et il improvise ses réactions par rapport à l'actualité.
Donc le spectacle, le stand-up devient un moment de conversation, parfois d'improvisation. C'est le cas de Jonathan Winters, qui est un des grands premiers improvisateurs dans la comédie, qui lui vient de Los Angeles, qui vraiment se met à transformer son spectacle à chaque fois sur scène, change de forme en fonction du public, en fonction de la réception, en fonction de la ville dans laquelle il est. Et évidemment, celui qu'on connaît peut-être le plus en France, c'est le grand Lenny Bruce. Alors peut-être vous le connaissez par le film Lenny, un grand film de Bob Fosse avec Dustin Hoffman de 1974, ou peut-être parce que c'est un personnage secondaire de la série The Marvelous Miss Maisel. Il est joué par Luke Kirby à la perfection. Donc c'est un personnage qui, le vrai Lenny Bruce, s'inspire du jazz, du bebop, de l'improvisation, et va donner au stand-up une nouvelle dimension. Il a quelque chose, il est un peu comme un Jim Morrison du stand-up. Il mourra en 1966 d'une overdose d'héroïne et il va se battre contre les tabous langagiers. Il va se mettre à utiliser des expressions qui sont interdites à la radio, il va avoir des problèmes avec la police, etc. Et ces trois grands comiques vont être les premiers à dire « je » dans leur spectacle. Dans la première moitié du XXe siècle, il y avait énormément de vols dans le stand-up. Il faut dire aussi que les artistes n'écrivaient pas forcément leurs blagues. Un bon écrivain pouvait écrire pour 3, pour 10, pour 20 auteurs. C'était absolument impossible de le savoir. Et il était impossible de copyrighter, de protéger son matériel. À partir donc, de cette génération, ça n'a plus d'intérêt de jouer ou de rejouer un sketch de Lenny Bruce si on n'est pas Lenny Bruce. C'est-à-dire que vraiment, le personnage, le stand-upper, arrive avec sa biographie, donc qu'il transforme avec un pas de côté qui évidemment devient un matériau sur lequel il jamme, sur lequel il improvise. Et c'est comme ça que naît vraiment le stand-up tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'on le pratique aujourd'hui. Alors l'expression date de 48, c'est la première fois qu'on le lit dans un journal, c'est dans Variety, à l'époque était dans sa première version un journal satirique, humoristique. On dit aussi que c'est un terme qui dérive de la mafia, puisque pendant longtemps les humoristes dans les années 30 et 40 jouaient pour les mafieux dans des clubs qui appartenaient à la mafia, et la mafia se référait par exemple à ces boxeurs en disant ce sont des stand-up fighters, ce sont des gens qui enchaînent les coups, on peut compter sur eux, on peut parier sur eux, et les stand-up guys étaient ceux qui enchaînaient les vannes. 1948, c'est aussi l'arrivée à la télévision de deux grands talk-shows. Le premier s'appelle le Texaco Star Theater et le deuxième, The Ed Sullivan Show. On connaît surtout le deuxième, qui va devenir tellement célèbre qu'il va durer 23 ans, jusqu'en 1971. Et dans ces shows, on se met à recevoir les humoristes. Donc les humoristes arrivent pour la première fois à la télévision. Ce sont un peu des bêtes de foire, on a envie de les montrer, la jeunesse s'intéresse à eux, ils utilisent le langage d'une manière nouvelle, mais ils vont être au départ des invités de cet univers. Alors pour clore cette introduction et pour pas forcément remonter trop loin dans l'histoire et dérouler une perspective historique, j'ai envie de faire un grand bond en avant en 2015 avec deux scènes extraites d'une série qui s'appelle One Mississippi de Tig Notaro, qui est une humoriste américaine, pour vous montrer tout le chemin, jusqu'où on va aller dans ce chemin parcouru. Les humoristes sont arrivés, ils ont été invités à la télévision. Des années après, presque 50 ans plus tard, ils sont aux commandes. C'est-à-dire que ce sont eux qui racontent leur propre histoire. Donc on regarde, ça dure 2 minutes, c'est l'ouverture de la série. Le personnage principal de Tig rentre chez elle dans sa ville natale de Jackson pour retrouver sa mère qui est malade, qui est à un stade terminal et qu'on va euthanasier. Elle est accueillie par son frère et son beau-père. Voilà, on peut lancer le premier extrait. Voilà, qu'est-ce qu'on vient de voir? Peut-être d'une certaine manière une forme d'aboutissement de cette rencontre extrêmement forte et créatrice entre le stand-up et la série. C'est-à-dire qu'on arrive à un point où on ne sait plus exactement où naît la comédie, où commence le drame. On est vraiment dans quelque chose qui s'est complètement transformé. Et le personnage de Tig est comme une caméra
comme un miroir devant l'absurdité, devant le pathétique d'une situation. Et la série devient ce champ d'observation, comme un micro dans lequel cette femme nous raconte un moment de sa vie, un moment extrêmement intime. Elle se présente épuisée, grisonnante, amaigrie par une récente mastectomie, et elle entame un processus de deuil, de reconnexion familiale. Alors quand on pense stand-up à l'écran, on pense comédie, humour, divertissement, énergie. Alors il y a une composante énergétique dans la série de Tig Notaro. Quand on dit stand-up, on pense, voilà, tiens-toi debout. Là, on entend tiens le coup. Il y a vraiment une composante comme ça de résistance. Et on entre dans cette série par le drame, par la marge, par un personnage qui est aux antipodes des stéréotypes hollywoodiens féminins, et on pose frontalement la question de la mort. Et tout le principe de comédie semble servir, voilà, ce défi par rapport à la gravité, par rapport au temps. Si la comédie est née avec le burlesque, elle est synonyme de vitesse, de divertissement, parfois on rit pour se changer les idées, pour oublier le temps. Ici, on est face à un gouffre de tristesse, à un moment d'incompréhension, on est sous le choc, on est engourdi, et c'est là, dans ces failles, que l'humour va se glisser. C'est un pas de côté. Alors cette série nous montre le chemin comme ça qu'on a pu traverser, puisque d'invité de la télévision, la stand-upeuse est devenue l'hôte. C'est vraiment elle qui nous raconte. Ce serait intéressant d'imaginer la scène qu'on vient de voir racontée dans un spectacle de stand-up, et on n'a pas le temps de revoir l'extrait, mais quand on le revoit, on imagine vraiment cette espèce de poste d'observation dans laquelle elle est. Et aujourd'hui, avec le temps, la plupart des séries créées par les stand-uppers sont devenues des véritables voyages, des véritables réflexions sur le thème de l'autobiographie et de l'autofiction. Alors, un mot sur l'autobiographie, lui donner quand même un sens, une définition. C'est Philippe Lejeune, qui en 1971 publie l'autobiographie en France, et quelques années plus tard, un ouvrage qui fait encore référence aujourd'hui, qui s'appelle Le Pacte autobiographique. Et il définit ainsi l'autobiographie: c'est un récit rétrospectif en prose qu'une personne fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier, et c'est ça qui m'intéresse le plus, sur l'histoire de sa personnalité. Et alors, détail troublant, 1971, c'est aussi aux États-Unis la publication du premier grand livre historique sur le stand-up. Ça s'appelle The Last Laugh. Il est signé Phil Berger. Et il fait le point sur la naissance et l'émergence de cet art américain, au départ, qui après va devenir aussi repris par l'Europe et dans le monde entier. Mais on a ce questionnement sur l'autofiction, sur l'autobiographie, qui va traverser le monde à ce moment-là, à la fin des années 60 et dans les années 70. Alors, première grande partie, pour vous présenter les relations entre l'autofiction et les séries, c'est évidemment le chapitre des sitcoms, qui va nous occuper très, très longtemps, puisque dans les années 50 et 60, les comiques deviennent comme les stars du rock, les invités de la pop, les invités préférés des émissions de télévision. Le Tonight Show, né en 1962, il est animé par un humoriste qui s'appelle Johnny Carson. Et quand un humoriste est invité au Carson Show, il peut devenir instantanément une vedette et on peut lui offrir une sitcom. Alors avant les sitcoms, la popularité des comiques, c'est évidemment les vinyles, les albums, qui commencent à la fin des années 50. Ceux de Mort Sahl et Lenny Bruce sont peut-être les plus connus. Ils deviennent les héros d'une génération. On n'est pas très longtemps après la mort de James Dean, et ces stand-uppers se libèrent par la parole, par leur liberté, par leur humour. Ce sont des gens qui font... Et le premier stand-upper qui fait son apparition dans une sitcom, c'est Bill Cosby, qui sera en 1965 dans la série I Spy. C'est un des premiers acteurs noirs américains à avoir un premier rôle, en tout cas un premier rôle partagé à la télévision, et qui va devenir un modèle du genre.
Il utilise dans la série l'expression Wonderfulness, qui va devenir aussi le titre d'un de ses albums, créant ainsi une première passerelle entre le stand-up et la série. Et ce phénomène va se multiplier dans les années 70. Il y a une migration massive du monde de la comédie de New York à Los Angeles. Et cette scène sera magistralement documentée et racontée dans une série que je vous conseille, qui est assez peu connue, qui n'a eu que 2 saisons, qui s'appelle I'm Dying Up Here, qui est l'adaptation d'un roman documentaire et qui est une série de fiction dans laquelle on voit vraiment toute cette génération, cette première génération des années 70, qui rêve de télévision, qui rêve d'entrer dans le monde de la série. En 1974, c'est le comique de 27 ans, Jimmy Walker, qu'on voit à droite sur la photo, qui devient une des vedettes de la série Good Time, la première série au cast entièrement afro-américain de l'histoire de la télévision. Freddie Prinze devient la vedette de Chico and the Man. Il a à peine 20 ans, c'est aussi vraiment une génération très jeune qui arrive comme ça, très fraîche, qui arrive à la télévision. Lui, c'est le fils d'un juif hongrois et d'une catholique portoricaine, et un des talents les plus fulgurants de sa génération. Il se suicide 3 ans plus tard, en 1977, incapable de gérer la pression de cette notoriété récente. Et en 1978, c'est aussi l'arrivée, l'émergence d'un comique qu'on connaît tous, qui est Robin Williams, qui vient de Chicago, qui est connu pour ses improvisations qui vont à une vitesse absolument délirante et qui décroche un rôle dans la série Happy Days. Alors c'est très intéressant puisque dans Happy Days, il joue un personnage qui s'appelle Mork, qui est un extraterrestre envoyé sur Terre pour étudier le comportement des humains. Et alors, pas de chance ou chance, il rencontre Fonzie, le personnage de Happy Days, qui lui n'a qu'une idée en tête, c'est le flirt, c'est de rencontrer des filles. Donc cet épisode, qui est le 22e de la 5e saison, diffusé en 1978, s'appelle My Favorite Orcan, et a un tel succès que la chaîne ABC reçoit une avalanche de courriers demandant à ce qu'on voit plus de ce jeune homme qu'on ne connaît pas encore sur les écrans et qui s'appelle Robin Williams. Dans l'année, on fait pour lui une sitcom qui s'appelle Mork and Mindy, dont il est une des 2 stars. À quelques mois d'intervalle, on est toujours en 78, ABC, donc toujours la même chaîne, lance Taxi, une série que j'espère qu'on redécouvrira en France, j'espère qu'elle ressortira, qui est une série qui a été créée par l'immense James L. Brooks, si les cinéphiles le connaissent. Et dans cette série, c'est les débuts de Andy Kaufman. Il y a un biopic de Milos Forman avec Jim Carrey sur Andy Kaufman qui s'appelle Man on the Moon. Et Andy Kaufman et Robin Williams ont plusieurs points communs. Tout d'abord, un goût pour l'absurde, pour le nonsense. Ils reprennent quelque part la tradition des Keaton ou des Chaplin. C'est un humour physique, pas uniquement verbal, mais qui est poussé presque comme une forme d'art brut. Ils le poussent jusqu'au malaise, jusqu'à l'étrange, l'un et l'autre. Robin Williams va jouer l'extraterrestre Mork. Andy Kaufman, lui, va être Latka Gravas, qui est un personnage d'étranger. Alors dans la série Taxi, il est l'étranger, il parle une langue qui n'existe pas, il est muni d'un dictionnaire de l'anglais, il essaye de se repérer dans le monde, de se faire un chemin. Alors je vous propose de découvrir 2 courts extraits de Happy Days, la première rencontre, la première apparition à l'écran de Robin Williams, et la première apparition du personnage de Latka dans la série Taxi, c'est l'extrait numéro 2. On est encore loin de l'autofiction, mais on voit à quel point la sitcom est bouleversée par l'arrivée des stand-uppers, qui commencent par se raconter par le corps, avec des personnages qui sont souvent façonnés sur scène. Il faut remodeler le plan, il faut ouvrir le récit, trouver une forme qui puisse accueillir toute cette altérité. Ces nouveaux personnages, Latka et Mork, incarnent un mal-être, un rapport nouveau à l'étrangeté du monde. Il faut arriver dans le poste des personnages, des corps rejetés, des corps hors normes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et la série les accueille en leur donnant des places d'extraterrestres, parfois de second rôle. L'humour va naître de l'observation,
de ces êtres qui réinventent des codes de communication. On multiplie les scènes, on les voit inventer des mots, transformer le langage. Dans Mork and Mindy, le plaisir rend chassebot, l'évocation de l'orgasme. Et dans Taxi, Latka déplace les mots comme des vertèbres. Il crée du sens. Et il arrive à éviter les stéréotypes racistes, puisqu'il est un agrégat d'étrangers, symbolisant à lui seul tout le voyage, quelque part, de ses ancêtres européens qui sont arrivés, qui ont émigré aux États-Unis. Par le passé, dans l'histoire un peu sombre de la comédie américaine, on s'est moqué des personnages des minorités. Ça a été vraiment presque une tradition, les minstrel shows par exemple. Avec Latka, l'américain n'existe plus. C'est-à-dire que c'est en soi une fiction, c'est un corps complètement schizophrène qui est un agrégat comme ça d'identités multiples. Alors il n'y a pas que des hommes évidemment dans le monde de la comédie, même si comme toujours ils prennent plus de place avant les autres. Les femmes débarquent aussi évidemment à la télévision. Joan Rivers et Phyllis Diller multiplient les apparitions au Tonight Show. Ou chez Ed Sullivan, et Phyllis Diller obtiendra son propre show en 1966. Toutes les deux ont inspiré le personnage, on les a un peu fusionnés, les scénaristes les ont un peu mélangés pour créer le personnage de Miss Maisel dans la série d'Amy Sherman Palladino. C'est ensuite, bien sûr, Carol Burnett et Lily Tomlin, qui elles aussi deviennent présentatrices de leur propre talk show. Elles invitent différents comédiens, humoristes de cette nouvelle génération des années 70. Quand on voit Robin Williams et Fonzie, on a presque l'impression, peut-être que ça vous a fait cet effet-là aussi, d'un trucage numérique. C'est-à-dire qu'on a vraiment comme deux acteurs qui n'ont pas l'air d'être dans le même tempo, qui ont l'air d'être dans deux décennies totalement différentes. On voit comment cette révolution couve et le cinéma va l'anticiper un petit peu, puisque c'est d'abord évidemment Bob Fosse qui va rendre hommage à Lenny en 1974, et c'est ensuite Woody Allen qui va réaliser Annie Hall en 1977, qui va devenir un grand modèle de l'autofiction en comédie. Voilà, c'était le premier grand mouvement sur ces sitcoms un peu historiques. Maintenant, il faut attendre la fin des années 80 pour trouver un équivalent en termes de liberté, en termes d'audace formelle, à un film comme Annie Hall. C'est-à-dire une fiction créée par un stand-upper à la télévision qui, avec les moyens de la télévision, avec le langage de la série, va trouver une façon de se raconter. Alors un précurseur avant cette grande révolution, ce sera Garry Shandling, quelqu'un qu'on connaît assez mal en France, qui, lui, a grandi avec les disques des artistes dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment Lenny Bruce. Il a écrit à la télévision, il s'est lancé dans le stand-up, et il s'est fait remarquer dans ses specials, qui sont ces programmes un peu nouveaux que lance la jeune chaîne payante HBO, et on lui propose sa propre série. Et c'est comme ça qu'il invente It's Garry Shandling's Show, donc en 1986, qui est une sitcom avec un public, avec des rires enregistrés, qui raconte l'histoire d'un comique qui est observé par un public. Il y a une dimension méta, c'est la première fois que dans la sitcom on brise le quatrième mur, et dès le pilote, Garry Shandling traverse l'écran, va rencontrer le public, et même à la pause de publicité, avant la pause, demande au public de venir visiter le plateau. C'est aussi un des premiers qui va développer, qui va réfléchir le regard caméra à la télévision et dans une série. Au cinéma, il a été, on pense, depuis les années 50, c'est Bergman, Monica. À la télévision et chez Garry Shandling, c'est un regard qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que c'est un regard par-dessus l'épaule, c'est un regard qui, pour moi, est un des grands héritages du stand-up dans la série. C'est ce regard qui prend le public à partie et qu'on va retrouver un peu partout dans l'histoire des séries, pas forcément d'ailleurs toutes comiques uniquement. Donc évidemment le personnage de Jim Halpert dans The Office, qui nous prend à témoin de sa solitude, de son ennui, de l'absurdité du comportement des autres et parfois de sa détresse affective.
celui de Tom Havenford dans Parks and Recreation, qui, de manière très cartoonesque, nous prend à partie comme ça de l'absurde des situations et du monde qui l'entoure. Et puis évidemment, en 2019, une série qui vraiment fait date, c'est Fleabag, qui s'amuse à nous prendre à partie et à nous montrer l'objet interdit de son désir. Garry Shandling, pour revenir à lui, est le premier comique qui porte dans une série non seulement son prénom, mais son nom. Il va directement inspirer deux comiques de New York qui, en 1988, en novembre 1988, sont en train de réfléchir à une série qui va changer le monde, qui va changer le monde de la comédie, qui va changer le monde de l'autofiction. C'est évidemment Seinfeld. Alors, Jerry Seinfeld se fait un nom très tôt sur scène. Il traverse l'Amérique. Il est très vite reconnu pour son sens de l'observation, son sens du détail. C'est un des plus grands talents de sa génération. Il a un sens du rythme absolument exceptionnel. Et il a quelque chose que n'ont pas les autres comiques, c'est qu'il n'a pas besoin de nettoyer son répertoire pour passer à la télévision. Il a proscrit très tôt les mots fuck, les mots interdits. Voilà. Il arrive à suggérer, il arrive à inventer, à faire naître comme ça dans l'imaginaire des choses très intimes. Et il commence à faire une ou deux apparitions, notamment dans la série Benson, mais il n'est pas très à l'aise. Jerry Seinfeld n'est pas considéré comme un grand acteur. Il a du mal à jouer le texte des autres. Et l'autre acteur de Seinfeld, c'est évidemment Larry David, qui a 10 ans de plus que lui, qui lui aussi est de Brooklyn, et qui est un comique qui n'a pas encore trouvé réellement ni sa voix ni son public. Il travaille pour le Saturday Night Live et ensuite pour une version un peu courte comme ça qui s'appelle Fridays. Et c'est un comique qu'on considère comme agressif, un peu âpre. On a du mal encore à apprécier son humour. Alors, quelles sont les questions que se posent Seinfeld et Larry David en ce jour de novembre? C'est évidemment comment parler dans une série du stand-upper et de la manière dont il travaille son material, ses blagues, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il est possible de décrire cela dans une série, de décrire ça à la télévision? Est-ce que ça intéressera les gens? C'est la première fois. On voit que ces questions vont faire trembler les fondements même de l'écriture de la comédie. On n'a plus envie de décrire de l'extérieur des personnages qui nous font rire, mais de montrer un groupe, mais de le montrer depuis un œil, depuis un point de vue précis qui va être celui du comique. A Show About Nothing, une série, un show sur rien, va devenir une manière de décrire Seinfeld. En réalité, ce n'est pas rien, c'est un autre tout. Et ce tout, c'est le quotidien. Elle dépolarise, ces deux auteurs dépolarisent le centre de la comédie. On regarde le monde à travers ses propres perceptions, à travers ses propres observations. Seinfeld, comme Garry Shandling, porte dans la fiction son prénom et son nom. Et le pilote qu'il coécrit avec Larry David porte d'abord le titre Jerry Seinfeld Stand-Up Diary, le journal intime de stand-up de Jerry Seinfeld. Et ensuite, The Seinfeld Chronicles, donc une chronique, donc un travail comme ça sur une description du temps. Seinfeld est effectivement une chronique sur une bande de New-Yorkais et vue à travers ce regard, comme ça, très fin, de Jerry Seinfeld. Chronique du grec chronos, c'est le temps. Donc c'est le temps qui passe, c'est changement, et c'est ça que Seinfeld essaye de montrer, essaye de travailler. Le monde n'est plus altéré par un second rôle comique. Cette fois, il est devenu le personnage principal. C'est lui qui mène sa série par son sens de l'observation. Donc les deux créateurs vont inventer un système d'alternance que vous connaissez sûrement. Donc on passe du temps vécu de la sitcom au temps sur scène. Et Seinfeld commente, met en scène, réfléchit à ce temps sur scène. C'est une hauteur de vue qui est presque conceptuelle
il arrive à rendre universelle une situation drôlatique particulière. Donc on assiste, pardon, excusez-moi, Seinfeld, oui pardon, donc Seinfeld, oui, excusez-moi, se développe aussi en même temps que l'Internet, hein, on est en 1994, et tous les premiers forums de discussion autour de la série se mettent à fleurir. Ça, c'est très important, parce que c'est aussi comme ça que le public se réapproprie les meilleures phrases de Seinfeld, ses aphorismes. Et quelqu'un dira, Seinfeld, c'est la vie, mais avec de meilleurs dialogues. Donc regardons ensemble une de ces fameuses alternances entre la vie privée et la scène, dans une scène de l'épisode 3 de la saison 2, un épisode qui s'appelle The Jacket, la veste, dans lequel le personnage d'Hélène, Julia Louis-Dreyfus, veut présenter son père, Alton Benes, à Jerry et George au restaurant. Mais elle est en retard et les deux hommes vont se retrouver coincés, seuls, avec ce père un peu bourru, qui est un écrivain connu, un personnage un peu frustre. Et vous verrez donc d'abord la scène vécue et ensuite la scène racontée en stand-up. Donc c'est l'extrait numéro 3. Alors, l'épisode est diffusé en 91. C'est Laurence Tierney qui joue Alton Benes. La même année, c'est lui qui engage les malfrats ultra-violents de Reservoir Dogs, dans le film de Tarantino. Et Seinfeld, donc on le disait, est une créature à deux têtes. Je trouve que cette photo l'illustre assez bien à gauche, puisque si Jerry joue son propre rôle, Larry David y met des blocs entiers de son histoire et de son expérience. Même s'il reste dans l'ombre, il nourrit les différents récits, les différents épisodes de sa propre histoire. Détail intéressant dans ce qu'on vient de voir, le personnage d'Alton Benes est inspiré d'un grand écrivain américain d'après-guerre, Richard Yates, l'auteur de La fenêtre panoramique. Et Monica Yates, sa fille, était la petite copine de Larry David à l'époque. Donc Larry David a vécu exactement la même situation avec Richard Yates. Et Monica est dans la salle pendant l'enregistrement de l'épisode. Elle fait partie, elle rit avec les gens qui rient justement de cette histoire qu'elle a vécue. Et rarement, on avait vu à la télévision ou dans la série une dissection aussi maniaque de sa propre vie et de son expérience. Moi, je pense par exemple à un cinéaste français qui s'appelle Jean Eustache, qui de manière vraiment très méthodique enregistrait sous son matelas ses conversations avec sa compagne pour retranscrire à la virgule près, au mot près, les dialogues de la maman et la pute. Dans Seinfeld, Larry David porte l'autofiction à un degré de virtuosité, à un degré de sincérité qui a encore rarement été atteint. Sa vie intime est découpée, morcelée, analysée pour y trouver des intrigues et des récits. Et Seinfeld devient comme un théâtre dans lequel il rejoue sa propre vie. Pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur la série, je vous conseille un livre qui s'appelle Seinfeldia, qui est aussi en anglais, qui apprend beaucoup de choses sur les coulisses et la création, sur le tournage, la réception de la série. Mais au fil des saisons, la série se transforme en une sorte de bête qui dévore de l'autofiction. Et Larry David en a souvent parlé. Il s'est mis à faire des véritables angoisses existentielles, en ayant peur de ne plus avoir assez de matière de vie à donner à ce monstre. Et il va finalement quitter la série en saison 4 pour finalement revenir pour le final. Et il fait appel à la génération de stand-uppers qui l'entourent. Donc ce sont des gens qui s'appellent Bill Masters, Carol Leifer, Fred Stoller, Greg Daniels, Jennifer Crittenden. Vous ne les connaissez pas, puisqu'en fait, ils ont donné leurs meilleures vannes, les meilleurs moments de leur vie à cette grande fiction qui s'appelle Seinfeld. Donc Seinfeld, qui commence comme une série intime, faite par deux amis, se transforme progressivement en cette espèce de faucheuse, comme ça, d'autofiction, complètement délirante. Et Larry David lâche le navire, abandonne le navire et fera, quelques années plus tard, en 2000, sa propre série d'autofiction, Curb Your Enthusiasm, qui dure encore aujourd'hui, dont on attend encore une saison en octobre. Larry David avait donné une règle à ses auteurs, pour Seinfeld, no hugging, no learning, donc pas de contact physique et surtout il ne faut qu'ils n'apprennent rien.
hein, donc c'est comme ça qu'on fait durer une série éternellement. La série Friends commence en 1994 et s'en inspire d'une certaine façon, puisqu'on retrouve ce groupe d'amis, mais va être basé sur le principe inverse, hein, des personnages qui sont en constante évolution et qui vont traverser de vrais torrents émotionnels. Donc Seinfeld est devenu un phénomène. Seinfeld a ouvert un genre nouveau et elle offre aux humoristes les clés d'un château, hein, dont ils peuvent être les maîtres. Donc c'est voilà, cette grande partie sur Seinfeld qui prend fin. Et je voudrais maintenant vous dire un mot sur les années 90, qui va être l'âge d'or du sitcom d'autofiction. Donc Seinfeld a révolutionné la série de comédie. Elle hisse la célébrité des stand-uppers au niveau de celle des stars du rock ou de la pop. Hein, on le voit avec cette couverture de Rolling Stone qui dit crânement « Seinfeld rules ». Et à partir des années 90, les chaînes cherchent frénétiquement la prochaine série, c'est la prochaine planche à billets. Il y a aussi la série Roseanne, de Roseanne Barr, qui est aussi une stand-upeuse qui cartonne. Et on va voir arriver une avalanche de séries qui sont menées par des humoristes. C'est un Eldorado, et la plupart de ces séries sont des séries où les humoristes font venir dans le petit écran des personnages qu'ils ont développés ou qu'ils ont inventés sur scène. Par exemple, Margaret Cho, dans All American Girl, devient Margaret Kim et montre pour la première fois à la télévision le quotidien d'une famille asiatique aux États-Unis. Mais contrairement à Seinfeld, la stand-upeuse ne jouit pas du tout d'un contrôle artistique sur la série. Et cette série va véhiculer un nombre incalculable de clichés raciaux. Donc voilà, chaque évolution a paradoxalement ses retours en arrière. La série a même failli s'appeler Walk on the Wild Side, W-O-K. C'est assez catastrophique. Dans la même veine, alors plus personnel peut-être, l'humoriste Sue Costello devient Sue Murphy dans la série Costello. Et elle montre la chronique, le quotidien d'une famille d'origine irlandaise dans le sud de Boston. Donc c'est la grande époque des alter-ego dans les sitcoms. C'est une évolution majeure dans l'histoire des séries, car on quitte progressivement la représentation balisée d'une famille américaine standard, blanche, hétéro, avec 2 enfants. On commence à avoir un petit peu d'autres modèles. Chris Rock s'inspire de son enfance dans la série Everybody Hates Chris, sur le quotidien d'un petit garçon noir dans les années 80, qui doit quitter Brooklyn pour s'installer dans un quartier blanc. Et évidemment, la stand-upeuse Ellen DeGeneres lance sa sitcom, Ellen, en 1994, avec un alter ego qui porte le même prénom. En avril 1997, la série va faire date dans un épisode qui s'appelle The Puppy Episode, car jusque-là, son personnage d'Hélène fréquentait des garçons de manière pas tellement heureuse. Il n'y avait pas vraiment de flirt dans la série. Et Hélène décide de faire son coming out à l'écran. Alors, quelques éléments de contexte, parce que ça c'est un événement important dans l'histoire de l'autofiction à la télévision. Donc tout commence en 1996, c'est la fin de la 3e saison, et les producteurs de l'émission poussent Ellen DeGeneres à affronter cette impasse, et en blaguant, un producteur lui propose de lui offrir un chiot pour combler ce manque affectif, et les scénaristes utilisent ça comme une blague, comme un titre de travail, The Puppy Episode. Ce sera l'épisode où on trouvera un compagnon pour Hélène. Évidemment, ils réfléchissent à ce coming out et ils en parlent avec la chaîne. C'est une négociation. On se rend compte aussi de l'importance qu'ont les sitcoms à l'époque. C'est-à-dire que les sitcoms appartiennent à leur public. Je crois que c'est 42 millions de spectateurs qui vont voir l'épisode. Et l'information leak. Donc à partir de ce moment-là, ce sont des ligues de défense LGBT qui lancent une campagne publique. Let Ellen out, laisser Hélène faire son coming out, et des acteurs célèbres comme Billy Bob Thornton, comme Demi Moore, ont envie de participer à cet événement, ont envie d'en faire partie, et la chaîne reçoit à nouveau une avalanche de courriers, des lettres d'insultes, des menaces. Les ligues de défense ne veulent pas de ça. Donc pour désamorcer ce scandale qui gronde à la porte du studio,
et sous la pression de groupes conservateurs, la chaîne met un avertissement de contenu adulte avant l'épisode, sans demander son avis au créateur et à la créatrice. Et Ellen DeGeneres fait son coming out public quelques jours avant la diffusion de l'épisode dans Time Magazine. Donc on va regarder en images comment se passe cet événement, qui est un électrochoc dans la société américaine, qui aura des répercussions assez terribles, puisque Ellen DeGeneres le raconte. Elle va rester plusieurs années après sans travail. Elle va être blacklistée de Hollywood. Donc on regarde, c'est l'extrait numéro 4 de Ellen, l'épisode 22 et 23, les épisodes 22-23 de la saison 4. Donc l'importance de l'épisode sera reconnue, même couronnée d'un Emmy Award, mais cela coûtera très cher à la carrière d'Ellen DeGeneres. C'est 7 ans avant le premier mariage gay aux États-Unis. L'épisode est vu par 42 millions de spectateurs et une grande partie de ces spectateurs va abandonner, va lâcher la série. Un cas très intéressant concernant les liens entre le stand-up et l'autofiction et la série, c'est qu'en 2018, dans un spectacle magnifique sur Netflix qui s'appelle Relatable, Ellen DeGeneres revient sur cet événement, sur ce coming out difficile, sur ses répercussions. Et là, on a un cas particulièrement intéressant de parfaite circularité d'un personnage qui vient du stand-up, qui passe par la série et puis qui retourne. Je pense que ces va-et-vient vont être de plus en plus fréquents et de plus en plus intéressants. La scène est incroyablement émouvante, moi, je la trouve particulièrement émouvante, puisqu'on sort du cadre strict de la sitcom avec ses rires un peu télécommandés. On sent qu'on fait exploser les murs. Et il y a un effet de communion. On est presque dans une forme de talk show en direct. On sent l'émotion qui traverse les acteurs, qui traverse le public, qui traverse même les seconds rôles. On sent aussi les risques que prennent Laura Dern et Ellen DeGeneres. Et on voit comment la série d'autofiction se s'ouvre et devient vraiment le terrain d'une personne qui raconte son histoire et qui l'utilise au présent. Cette fois, on n'est plus dans ce moment où on raconte une scène et puis on l'analyse, où une scène vient de la vie. Cette fois, elle a lieu en direct à la télévision dans cet épisode. Donc, dans les années 90-2000, la série d'autofiction devient ce lieu de révélation de l'intime. On quitte progressivement des règles balisées de la sitcom pour devenir ce miroir de sa créatrice ou de son créateur. Chaque personnalité va apporter son récit, va ouvrir les secrets de son intimité à une époque, les années 2000-2010, où on commence plus que jamais à se poser la question de la légitimité des récits. Qui peut raconter quoi, au nom de qui, quelle est son expérience, comment est-ce qu'on la partage. Et les stand-uppers sont finalement très en avance. On le voit avec cette scène extrêmement moderne, qui date pourtant du milieu des années 90. Alors si Seinfeld a inventé le ring, l'arène de la série d'autofiction, sur la vie d'un humoriste, c'est un autre humoriste de 44 ans qui a une double nationalité américaine et mexicaine qui va pousser la série d'autofiction dans ses retranchements les plus poétiques, les plus malaisants et les plus indépendants. Il s'agit évidemment de Louis C.K. Donc ce sera la dernière partie que j'appellerais Louis, tu vas mourir, qui est puisque dans le générique d'ouverture, Louis se rend au Comedy Club et on entend en fond Louis, you're gonna die, qui lui rappelle comme ça sa propre mortalité. Donc fini la ligne de basse énergique de Seinfeld, qui était inspirée par le flow comme ça très rythmé, très positif de Jerry Seinfeld. On bouscule ici totalement les règles qui avaient été construites par Seinfeld et Larry David. Et plus les saisons de Louis avancent, plus l'alternance entre les sketchs, entre la vie, va devenir complexe. Ça devient un vrai caisson de résonance. Louis C.K. est quelqu'un qui creuse, qui approfondit l'autofiction. Je vous conseille un livre formidable qui vient de sortir, qui s'appelle « Rire au temps de la honte », du critique Guillaume Aurignac chez Façonnage Éditions, qui dit « L'humour de Louis C.K. est une lanterne. Avec lui, nous acceptons de descendre dans les abîmes de la nature humaine. »
Alors regardons un de ces collages. Vous allez voir une sorte de, comme une variation sur l'art de Seinfeld entre la vie et le stand-up. C'est le final de la première saison, donc diffusé en septembre 2010. Louis rentre du Comedy Club, on voit un bout de son acte et il met ses filles au lit, mais il a oublié qu'il avait commandé une babysitter. Donc c'est l'extrait numéro 5. Voilà, donc le créateur va reprendre à la lettre le système de Seinfeld, mais en le creusant des deux côtés. C'est-à-dire que le versant stand-up devient un véritable théâtre de la cruauté pour des images baroques, violentes, étranges. Et la partie vie devient aussi parfois complètement surréaliste. On commence à s'éloigner, puisque dans l'autofiction, il y a aussi cette part de fictionnalisation. Le pas de côté que fait Louis C.K. est assez spectaculaire, notamment, on s'en rend compte dans le casting. Alors là, je vous cite un paragraphe du livre d'Aurignac qui est intéressant de ce point de vue. Donc, cette liberté radicale de son casting. Les filles de Louis ont un teint de nacre translucide, mais leur mère est une belle afro-américaine. Dans un flashback, elle apparaît sous les traits d'une jeune femme brune. Un même acteur, F. Murray Abraham, joue tour à tour un vieux libertin, puis l'oncle de Louis, puis son père. Louis a un frère, une sœur, puis une autre sœur encore, qui est peut-être la même, mais avec un visage différent. Sa mère, vieille, ne ressemble pas à sa mère jeune, qui est interprétée par une femme avec qui il tentera d'avoir une aventure. Alors, on retrouve dans cette liberté des accents buñueliens, lynchiens. D'ailleurs, David Lynch fera une apparition dans une même plus que ça, un petit rôle dans une des saisons de Louis. Et on peut, avec lui, remonter peut-être au père de l'autofiction baroque, moderne, qui est le Fellini de 8,5. C'est intéressant d'ailleurs sur cette logique des prénoms qu'on a vu chez Jerry, chez Hélène et beaucoup dans le sitcom d'autofiction. Louis avec un S devient Louis avec un E. C'est une variation très légère, mais c'est dans ce changement de lettres, dans cette infime variation, que va se glisser toute l'étrangeté, toute la folie de cette série et qui va influencer une génération de stand-uppers et de créateurs donc de comédie, mais aussi évidemment de créateurs de drames, Lena Dunham, Dave Burr, Donald Glover, Aziz Ansari, Rami Youssef. L'influence de Louis C.K. est très importante. Donc voilà, on a vu, c'était le grand, on peut éteindre, c'est fait. On a vu donc voilà, ce trajet, ce voyage qu'ont fait les stand-uppers et les stand-uppeuses depuis leur invitation, ce moment où émergent dans la société, sur scène, ils ont été invités sur les plateaux de télévision, et comment, grâce à certaines séries, ils ont petit à petit pris les moyens de leur fiction, de leur narration. Alors évidemment, tout a tremblé, puisque le trône sur lequel s'était hissé Louis C.K. a vacillé en novembre 2017, après des accusations et un scandale sexuel, en plein mouvement MeToo. C'est aussi un moment où des gens comme Bill Cosby, c'était des grands modèles comme ça de l'autofiction, ont été questionnés, ont été remis en question. Et depuis, on commence à voir apparaître aussi, dans la série et au cinéma, une forme de critique par rapport au stand-up, avec justement ce côté vampire. Le stand-upper, la stand-upeuse se nourrit, trahit l'entourage. Vous avez peut-être vu Annette de Léos Carax, où le personnage tue son public tous les soirs, jusqu'à tuer sa femme. Dans la série, on retrouve aussi des exemples de ce type-là. Le premier épisode de Twilight Zone, la version Jordan Peele, montrait un comique qui fait un pacte avec le diable. Et quand il fait des blagues sur son entourage, sur son passé, ces gens ou ces événements disparaissent. Donc on commence aussi à rentrer dans un nouveau cycle de l'autofiction, et on a plein de créateurs et de créatrices qui se lancent dans ce domaine. Fanny Herrero, Agnès Hurstel, Rami Youssef, qui continue merveilleusement avec la série Rami, que je vous conseille, qui est au moins aussi inventive et loufoque que Louis de Louis C.K. Et voilà, c'est
ça n'est pas terminé. C'est-à-dire que je vous ai proposé un premier mouvement. Je pense que on est vraiment entré, on entre dans encore un nouveau chapitre de ce rapport entre l'autofiction et les séries. Voilà. Merci beaucoup. Il y a peut-être un moment de questions, si vous avez des questions sur cette conférence, sur l'autofiction. Avec le président. Alors, les liens avec le président, c'est une question intéressante. Eh bien, par exemple, les stand... C'est pas un hasard. Alors, je dirais que par exemple, pour moi, ce qui est intéressant avec le stand-up, c'est que je pense qu'on peut, on peut refaire l'histoire de l'Amérique et on peut refaire l'histoire des séries à travers ce prisme. Et par exemple, dans l'histoire du stand-up, un moment important a été le moment où on a osé justement se moquer du président. Et des années plus tard, les discours et les allocutions présidentielles sont écrites par des stand-uppers. Voilà, donc le voyage s'accomplit aussi dans la vie politique. Oui. Ah oui, bonjour. C'est juste un petit peu un commentaire. D'abord, je voudrais dire, je suis américaine, j'ai vécu toutes ces générations de la comédie au New York et tout ça quand même. J'avais fait un petit peu de stand-up pendant les années 70. Et je voudrais dire d'abord que j'aimais beaucoup, beaucoup votre présentation. Ça m'a vraiment, c'était super, super. Merci. Mais il y a une petite chose que je voudrais mettre en dimension vers l'expression no hugging, no learning avec Larry David. Parce que c'est vrai que peut-être il voulait faire ça pour faire une série qui dure, mais je pense que ce n'était pas exactement ça. C'est quelque chose un petit peu culturel. Nous, comme Américains, on aime bien progresser. On est toujours en train de regarder, de trouver the happy ending. Toujours, toujours. On peut que regarder la différence entre The Office, the UK version, et la version américaine. La version de BBC ou de la radio, je ne sais pas. Oui, de Ricky Gervais ou de BBC. Oui, et c'est que deux saisons parce qu'en Angleterre, il ne fait pas pour faire durer, pour faire une petite industrie d'une série. Et personne n'a changé dans la version britannique. Ricky Gervais est toujours un complete dork et il est pire les dernières journées. Mais dans l'office américain, tout le monde s'adoucit, tout le monde, il y a des gens qui tombent amoureux l'un à l'autre. Et ça a duré, je pense que c'est 8 saisons. Parce que les Américains adorent voir, nous adorons voir des gens progresser, devenir mieux, etc. Et Larry David voulait faire absolument l'inverse, comme ils ont fait Seinfeld. Ils ont dit no hugging, no learning. Ça veut dire que personne n'apprend rien. Et à la fin, ils mettent tous ces personnages en prison. Mais par contre, et c'était adoré par le public et ça a duré. Même chose avec Curb Enthusiasm. Le nom de la série s'est nommé sur le fait que Larry David a annoncé qu'il va faire une série. Des gens disent « Ah, c'est magnifique, une série !» Il dit « Non, attends, Curb Your Enthusiasm. Don't get too excited. » Okay? Et il est affreux. Moi, j'ai regardé toutes les 10 saisons et chaque fois que je regarde, je dis « Ah non, c'est pas vrai, il est affreux. » Et c'est la même chose. Il apprend rien, mais les gens adorent. Bon, voilà. C'est un peu Brechtian, peut-être. Oui, puis c'est une composante peut-être un peu, un geste presque politique, effectivement, pour s'opposer à quelque chose comme ça de triomphant ou à une volonté de faire évoluer. Une composante un peu nihiliste, presque très intéressante chez Larry David et qu'on voit dans Seinfeld et dans Curb Your Enthusiasm. Merci. Je crois qu'il arrive. À moins que vous ayez envie de parler fort.
C'est gentil. Merci. Justement, pour rebondir un peu, enfin rebondir oui et non, mais il y a une diapositive qui m'a aussi intrigué justement avec, il y avait une photo de Jim de The Office, de Tom de Parks and Rec et de Fleabag. Et pour moi, par contre, c'est pas du tout les mêmes types de séries. Là où pour The Office et Parks and Rec, c'est des mockumentaries comme par exemple Modern Family et tout ça, où en fait justement pour moi le regard caméra il a une autre dimension que il vient, pour moi moins briser le quatrième mur que dans Fleabag, où pour le coup on a vraiment l'impression que c'est en effet le personnage principal qui fait un pas de côté et qui s'adresse au public alors qu'elle n'est pas censée le faire, qu'on n'est pas censé avoir de caméra qui la suit en fait. J'ai l'impression que pour moi The Office et Parks and Rec, en fait, il y a vraiment ce truc. Le public est au courant en fait que les personnages sont filmés et du coup, la question c'était pourquoi vous pensez vous que le rapprochement il est faisable? Est-ce que c'est un héritage aussi du stand-up? Et dans un deuxième temps, est-ce que les mockumentaries aussi c'est une tendance qu'on peut affilier comme à la sitcom et tout ça, à l'autofiction des stand-uppers ou pas du tout? Alors effectivement, oui, c'est très intéressant. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que dans les deux premières, l'équipe et la caméra est mise en scène, hein, puisqu'il y a la présence comme ça d'un documentaire sur un groupe, alors que dans Fleabag, on a vraiment comme ça une percée. Hein, mais pour moi, on retrouve quelque part peut-être la surprise de Garry Shandling, justement, dans quelque chose où là, il y avait cet effet de surprise. Et le lien, je trouve, entre ces séries, c'est vraiment ce sens de l'observation. D'après moi, le génie du stand-up, et ce qui fait vraiment la spécificité de cet art, c'est qu'il est basé sur l'observation et sur un regard un peu oblique, qui, bien sûr, fleurit dans les séries de comédie, mais qu'on retrouve de plus en plus. Je ne sais pas encore exactement bien le décrire, à part comme ça, c'est un pas de côté, c'est une transversale, et je trouve que je la retrouve aussi un peu dans I May Destroy You, je la retrouve un peu sans forcément de regard caméra, mais ce sens très particulier de l'observation, dans du groupe autour de soi, et qui a existé avant le stand-up dans les séries, mais je trouve que c'est un point de contact entre ces deux grands styles. Et pour le mockumentary, ça demanderait une réflexion plus poussée, mais ça m'intéresse beaucoup aussi effectivement de me questionner là-dessus. Oui. Pardon, il y avait un micro près. Bonjour. Étant donné que vous avez brassé pas mal de stand-up et de sitcom américains à travers les âges, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur l'utilisation du rire enregistré, alors inventé par Charles Douglas, je crois. Comment c'est né et surtout pourquoi on l'utilise encore aujourd'hui dans des séries comme Big Bang Theory un peu. Je pense qu'il y a une tradition, il y a un effet d'écho par rapport à un genre et par rapport, c'est presque un effet de style, mais effectivement c'est très amusant et c'est très étrange, c'est même un peu anachronique que des séries aujourd'hui continuent à l'utiliser. Aux États-Unis, on a vraiment. D'abord, c'est un public. C'est-à-dire que c'est pas forcément un rire enregistré. Ça l'est devenu ou ça peut l'être. Mais on le voit. Vous l'avez vu peut-être dans la réunion de Friends. Certains épisodes sont joués. Les épisodes sont joués vraiment devant un public en direct. Donc le public réagit vraiment devant l'action. Et je pense que l'art de la comédie flirte. Parfois s'éloigne, parfois contredit, parfois critique cette invitation. Moi, j'étais très troublé de découvrir que des gens qui faisaient partie de la vie de Larry David et de Seinfeld pouvaient faire partie du public qui rit, qui observe. Mais pour répondre à votre question, je pense que oui, dans des séries comme Big Bang Theory, on se rapproche vraiment, de quelque chose de plus en plus anachronique, et alors il y a une série formidable qui s'appelle Kevin Can Fuck Himself, quelque chose comme ça, qui a été diffusée, des épisodes ont été diffusés à Série Mania, où là, vraiment, le côté claustrophobique vraiment du rire en boîte est vraiment montré, vraiment détaillé, critiqué. Donc je pense qu'on peut, il y a plusieurs points et ce sont des gestes très différents, soit de souligner par un rire enregistré une série de comédies pour faire référence à un genre, convoquer un public
et le faire réagir à une scène qui est jouée. Et puis, comme dans Kevin Can Fuck Himself, l'utiliser voilà, pour dénoncer, pour montrer les coutures de la comédie. Vous pensez qu'il va encore durer? Parce que moi, je trouve ça super énervant. Non, je crois que ça a plutôt quand même vocation à disparaître ou à être utilisé maintenant de plus en plus de manière cynique ou critique, comme dans WandaVision par exemple, pour montrer un peu, faire entendre comme ça les murs dont il faut se libérer. Je crois qu'on va plutôt vers une libération et vers des rires naturels. D'ailleurs, c'est une des grandes transformations de Louis par rapport à Seinfeld. C'est vraiment cette idée de supprimer les codes de la sitcom. Et puis, je pense qu'une grande partie du cinéma indépendant américain, type Sundance, etc., a vraiment migré vers la série, et on retrouve vraiment beaucoup de codes visuels et d'écriture dans ces séries de comédie. Donc, je pense que ça vous énervera plus très longtemps. Oui. Vous avez fait un très beau panorama du monde américain, mais est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la France, par exemple, ou l'Europe? Oui, bien sûr. Alors, c'est une scène pour cette conférence, il fallait choisir. C'est vrai que le stand-up est un art qui est né aux États-Unis. Après, on a vu à Sérimania, avec tous ces thèmes et toutes les invitations de stand-uppers et stand-uppeuses français, que maintenant, le stand-up est devenu une discipline mondiale, un genre. Alors on le retrouve dans des séries, la série This Way Up qui est extraordinaire, la série Nehama israélienne, Jeune et Gaulerie, moi je trouve excellente. Bientôt donc la série de Fanny Herrero. Je pense que justement, ça fait longtemps, je pense depuis. Ça fait quand même quelques années qu'on commence à voir émerger des séries qui ne sont pas forcément américaines, mais là c'était vraiment une question de corpus et de temps. Mais j'aurais bien aimé vous montrer des extraits de This Way Up, par exemple, qui est assez passionnante de ce point de vue. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de James L. Brooks. Moi, James L. Brooks, ça m'évoque les Simpsons. Et je voulais savoir si vous pensiez qu'aujourd'hui, notamment avec ces séries, on avait une espèce d'autofiction et un espèce de renouveau dans l'animation notamment par rapport au stand-up. Alors oui, ça c'est toute une veine aussi qu'on pourrait creuser et qu'il faudrait détailler, puisque depuis toujours, en fait, les comiques se sont emparés du format animé. Donc voilà, ils sont absolument partout, de Rick et Morty, vous parlez des Simpsons, de South Park. Donc effectivement, c'est tout un pan. Pareil, pour des questions de temps, il fallait se consacrer un peu aux séries jouées. Mais c'est vrai que bien sûr, je pense que dans la série animée, par exemple, Marge Simpson était interprétée par Tracy Ullman. Tracy Ullman, qui est une des grandes comiques américaines. Donc, bien sûr, les voix des stand-uppers sont devenues aussi des personnages, des alter ego d'animation et de fiction. Donc, oui, absolument. Oui, pardon. C'est ça. On est entre spécialistes. Une dernière question peut-être. Est-ce que vous pensez que du coup le stand-up, la scène, ça permet de plus faire rire, mais l'audiovisuel, ça, par son côté plus réaliste, qui montre plus, permet au contraire de montrer que ces situations qui paraissent drôles sur scène sont en fait complètement dramatiques et cyniques? Tout à fait. Je pense que ça aussi, c'est vraiment quelque chose que j'espère voir de plus en plus en France. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que quand les comiques, quand on leur donne une liberté de création et d'écriture, très vite ils se lassent de répéter du stand-up, qui est un art quand même vivant, qui est vraiment fait pour être en interaction avec un public.
Et tous, de plus en plus, sont tentés, Blanche Gardin écrit une série en ce moment aussi, sont tentés de plus en plus par explorer ce territoire du malaise, de la gêne, ce moment un peu critique où on utilise la vie des proches, on utilise sa propre vie pour faire rire. Enfin, voilà, je pense que très naturellement, on continuera toujours évidemment à travailler des deux côtés, mais je pense que oui, effectivement, cette zone un peu malaisante, où travaille Eric Judor aussi, voilà, et Ricky Gervais, tout à fait. Ouais. Donc, et ça, vraiment, j'espère qu'on le verra de plus en plus à notre façon, et je le retrouve un peu dans Jeune Égolerie. Je trouve que voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là où tout n'est pas fait. Ce n'est pas du tout un spectacle de stand-up, ce n'est pas une série uniquement comique, c'est vrai qu'on rentre. Et en fait, quand on comprend le mécanisme de création d'une vanne, du moment où il est vécu jusqu'à son moment sur scène, souvent c'est que de la tragédie. Donc c'est assez passionnant à observer. Merci beaucoup.